Oui, en plus j'ai mon fils qui est là, qui va décrocher. Oui, je pense pas. C'est 1 an, 2 ans. Oui, moi je suis c'est dur. On est bien. Allez les jeunes, vous voulez prendre des photos, faut prendre des photos là. Excellent, mais on va prendre d'autres, ne vous inquiétez pas. Je suis bon à les éliminer aussi. Non, non. Bon. Carte avec l'adresse comme ça. Non. La page Facebook. Moi aussi, non, j'ai été boire un verre avec un gars qui fait du solaire. Mais entre ça, Richard aussi. Oui, alors, Une semaine à Londres pour aller rencontrer des sponsors, voir les venues, un petit peu ce qui se passe. Alors, où est-ce que je me mets que ça soit C'est comme tout à chaque étape. Je mange parce que si je bois, je mange pas. tu deviens sourd. Pas vraiment, mais je suis pas bien. Et bien voilà, peut-être un petit temps de discours, non pas de discours en fait, un temps d'échange et pour me permettre d'abord de vous remercier d'avoir répondu à cette invitation, d'être là ici pour écouter, pour échanger, pour poser des questions aux candidats et voir finalement quel est l'enjeu de cette élection et comment vous la percevez et puis ensuite essayer, je dirais, d'en tirer quelques conclusions. Alors vraiment, moi je suis très heureux d'être ici, à San Francisco, avec vous, parce que j'ai tendance à le dire, pour moi, surtout que dans mon parcours personnel, l'Amérique est mon second pays. Alors, j'ai vécu et travaillé aux États-Unis, dans le vin d'ailleurs, ce qui me faisait aller pas loin d'ici à Napa, puisque j'ai travaillé pour le groupe, la filiale américaine du groupe Motensi, qui à l'époque s'appelait Shefflin. J'étais employé local, donc 401k, je suis sur le pension plan, j'ai perdu des années de cotisation dans le système français, donc bienvenue au club. Et puis bon, ensuite j'ai épousé une américaine d'ailleurs qui était native de Californie, de Pasadena. Bon, mon épouse est malheureusement décédée il y a 1 an et demi, mais notre fils, donc Pierre-Louis, a la double nationalité française et américaine. Et nous sommes venus tous les ans pendant donc les 20 années précédentes, tous les ans, faire des déplacements, des voyages aux États-Unis pour des raisons familiales. Ma belle famille était partagée entre la Californie et la côte Est en Caroline du Nord, donc ça permettait de faire régulièrement des séjours aux États-Unis et pouvoir garder ce lien. Ensuite, il se trouve que j'ai pris des responsabilités électives. J'ai été élu à l'Assemblée nationale en 2002 et comme j'avais effectivement travaillé aux États-Unis, alors aussi peut-être une précision, c'est que je ne suis pas issu de la fonction publique française. J'ai fait une école de commerce, une Subdeco, pas celle de Clermont, mais celle de Rouen. J'ai ensuite, à mon retour des États-Unis, j'ai fait le MBA. C'est pour ça que j'ai quitté les États-Unis, c'est pour revenir en fait faire un cycle d'études qui était le MBA de l'INSEAD en France, qui me permettait en fait de capitaliser sur une expérience acquise aux États-Unis. Et avant ça, j'avais passé 1 an en Angleterre. Et donc, je rentre en France pour faire l'INSEAD. Jusqu'à maintenant, je suis le seul INSEAD, MBA de l'INSEAD, à avoir jamais été élu à l'Assemblée nationale. Ça en dit long sur, si vous voulez, la rupture ou le fait que la vie politique française n'est pas forcément peuplée d'entrepreneurs ni de gens qui sont issus du secteur privé et qui ont, à un moment donné, je dirais, pris leur bâton de pèlerin, comme vous l'avez fait, pour
aller vous implanter en dehors de France, et puis plus ou moins durablement. Certains sont restés, d'autres comme moi sont revenus en France, parce que c'est vrai qu'aussi je voulais participer à la vie politique de notre pays, et donc j'ai d'abord postulé à des fonctions électives, et ensuite j'ai pris ces responsabilités. Ce qui fait que quand j'arrive à l'Assemblée nationale, je deviens tout de suite le vice-président du groupe d'amitié France-États-Unis de l'Assemblée nationale, 2002-2007. C'est-à-dire que c'est le groupe d'amitié qui s'occupe des relations entre le monde politique américain, les membres du Sénat et de la Chambre des représentants, et leur équivalent en France. Et ensuite, je suis devenu président, pendant le mandat suivant, président de ce groupe d'amitié France-États-Unis de l'Assemblée nationale. Donc j'ai accompagné Nicolas Sarkozy quand il est venu faire son discours au Congrès, au Sénat, à Washington, en novembre 2007. J'ai accompagné Christine Lagarde plusieurs fois à des réunions du Fonds monétaire international à Washington. J'ai accompagné Valérie Pécresse quand elle est venue sur des déplacements pour les universités, qui s'étaient limitées à la côte Est. Elle n'avait pas eu l'opportunité de faire, je dirais, en 3 jours. C'était NYU, Columbia, MIT et Harvard. C'est sûr que c'est assez concentré, mais bon. Elle était venue ici. Elle est peut-être venue une autre fois à ce moment-là, ouais, pas dans le même voyage, parce que le même voyage c'était avec elle. Donc, et puis que vous dire que donc j'ai comme projet la chose suivante par rapport à cette élection. Cette élection, c'est finalement la dualité de représenter les Français d'Amérique du Nord, États-Unis et Canada, donc dans leur plénitude. Vous savez que c'est assez compliqué parce que entre la côte Est et la côte Ouest, entre le Sud et le Nord, entre le Canada et les États-Unis, il y a pas mal de diversité. On est dans le domaine où finalement les Français ont quelques points d'intérêt communs, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs, on dirait un mot, évidemment, il y a des facteurs qui sont à peu près les mêmes qu'on retrouve partout, les problèmes d'accès à la scolarité pour les enfants dans le système scolaire français ou franco-américain, le lien avec les organismes de sécurité sociale et de santé en France si vous aspirez à revenir en France à un moment donné, et même chose avec les régimes de retraite. Et il y a des sujets comme évidemment la fiscalité spécifique aux Français établis hors de France, dont vous faites partie, et en fonction de vos revenus, si vous en avez en France, et de l'application des conventions fiscales franco-américaines et franco-canadiennes. Donc voilà, il y a un certain nombre de sujets qui sont des sujets que vous connaissez, qui sont finalement votre préoccupation sur des enjeux, je dirais, très concrets, et qui sont ceux que vous vivez. Et puis, il y a aussi la question de savoir qu'est-ce que ce député il est destiné à faire. Il n'est pas destiné à être un super élu local. Il y a pour ça des élus locaux, des élus de l'AFE, il y a des sénateurs des Français de l'étranger, dont ça devrait d'ailleurs pour moi être le rôle premier, et je suis partisan, je ne sais pas si vous savez, il y a 12 sénateurs des Français de l'étranger. Depuis longtemps, hein. Bon, et ils n'ont pas de spécialité géographique, ils sont élus pour le monde entier. Alors vous en voyez passer de temps en temps. Mais... On ne pourrait pas vous citer les noms. Hein. C'est ça, de temps en temps, peut-être. Mais voilà. Et ils n'ont pas de spécialisation. Donc le problème, c'est exactement ça. On a créé ces circonscriptions des Français, des députés français de l'étranger, dont une circonscription des Français d'Amérique du Nord. La logique voudrait qu'on ait un sénateur des Français d'Amérique du Nord. Sur 12, il y a 11 députés des Français de l'étranger. Il pourrait y avoir 12 sénateurs des Français de l'étranger répartis géographiquement. Après, bon, vous en mettez un de plus pour, je ne sais pas quoi, Benelux ou la Grande-Bretagne, peu importe, mais au moins vous en auriez un et vous sauriez régulièrement que c'est lui qui vous pouvez demander un certain nombre d'interventions, des choses comme ça. Donc le député, moi ce que je propose, c'est qu'il ait d'abord un travail de terrain de proximité en association étroite avec son suppléant, en l'occurrence sa suppléante. Moi j'ai pris une candidate suppléante qui est Séverine Boitier, qui est établie à Montréal depuis 16 ans maintenant, presque 17 ans, qui a donc quitté la France, elle a fait une école de design en France, et puis elle est venue s'installer à Montréal, elle a créé son agence, et donc ça fait 16 ans qu'elle est établie là-bas, et elle a l'intention elle est très active. Alors, par exemple, elle préside une association, ça me fait penser au travail de la Chambre de commerce, elle préside une association qui s'appelle le CERF. Alors le CERF, c'est le Cercle des entrepreneurs et réseauteurs français. Réseauteurs. Donc ça, n'oubliez pas ce terme-là, c'est la marque de fabrique d'une circonscription où il y a aussi le Canada et les États-Unis.
parce qu'ils ne veulent pas dire networkers ou networking, donc c'est le réseautage. Donc bienvenue au réseautage, et vous êtes ici d'ailleurs, je dirais, les ardents défenseurs, j'imagine, hein, du réseautage. Oui, mais non, mais exactement, hein, donc c'est pas tout à fait par hasard que j'évoque ça. Ensuite, il y a effectivement le rôle du député, et qu'est-ce qu'il va représenter cette fois-ci à l'Assemblée nationale. Il y a un an, cette circonscription a élu une députée de la nouvelle majorité. Curieusement d'ailleurs, parce que si vous regardiez le score à l'élection présidentielle, la circonscription États-Unis plus Canada, elle avait voté à 53% pour Nicolas Sarkozy. Ma circonscription en France, elle avait voté à 44% pour Nicolas Sarkozy. 44%. Moi j'ai terminé au deuxième tour à 49,2%. Donc j'ai fait 4,5 points de plus que Nicolas Sarkozy dans ma circonscription. Ça ne suffisait pas, mais c'était quand même le signe que je pouvais, je dirais, apporter une équation personnelle, crédibilité ou une capacité de rassemblement en allant un peu plus loin sur le plan électoral. Et donc là, l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'aux législatives, par contre, c'était le phénomène inverse. Le candidat, qui était candidat l'année dernière, qui est d'ailleurs un nouveau candidat cette année, il a fait 7 points de moins que Nicolas Sarkozy. Donc il y avait manifestement un décalage. Et la candidate socialiste, elle a fait un score qui lui a permis 54% d'être élu assez largement. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il faut faire gagner nos idées maintenant dans cette circonscription. Et puis, au plan national, il faut effectivement envoyer un signal que les Français d'Amérique du Nord, comme un grand nombre de Français, ils sont aujourd'hui désillusionnés sur ce que leur avait promis M. Hollande et ceux qui l'entourent à l'Assemblée nationale. Donc c'est doublement important de faire le lien entre les deux côtés de l'Atlantique, ce qu'on vous propose de faire avec la suppléante Séverine Boitier, c'est-à-dire d'associer, moi j'ai un profil évidemment plus tourné vers les États-Unis, elle un profil plus tourné vers la communauté française du Canada. Bon, je dirais, le profil idéal, il n'existe pas. Il n'existe pas. Cherchez-le. Moi je dirais effectivement, idéalement, il faudrait quelqu'un qui ait vécu son enfance au Canada jusqu'à l'âge de 25 ans, qui ensuite se soit installé aux États-Unis pendant 15 ou 20 ans, qui ait fondé une entreprise, et qui ensuite se soit mis à être dans la politique, à avoir des responsabilités. Bon, il y a un moment où simplement le profil idéal, on ne le trouve pas. Simplement, ce qu'il faut chercher, c'est la meilleure capacité à vous représenter sur vos idées, sur vos valeurs. Donc moi je cite une phrase, pour moi c'est mon programme, je dirais, essentiel par rapport à la France, c'est une phrase de Raymond Barre. Raymond Barre qui était un Premier ministre assez rigoureux, économiste, et Raymond Barre avait dit après 1981, après la victoire de Mitterrand, il avait dit dans les années qui ont suivi, il a dit il faut que la France cesse de dépenser plus, de travailler moins et d'emprunter la différence. Ben, si vous réfléchissez bien, c'est exactement je dirais, le contexte dans lequel on se retrouve à nouveau depuis un an. Bon, et on a malheureusement pendant 30 ans, grosso modo, plus ou moins suivi ce schéma-là, avec des hauts et des bas, mais enfin, la situation à laquelle on est arrivé maintenant, c'est bien celle-là. Donc ce que je vous propose, si vous voulez, c'est un double niveau d'engagement, c'est-à-dire m'engager à être le lien permanent entre la circonscription des Français d'Amérique du Nord dans leur plénitude et diversité vis-à-vis, je dirais, de l'Assemblée nationale et de nos compatriotes qui, eux, sont restés en France, et puis de faire porter ce message très clair. Arrêtons de croire que la dépense publique est la solution, essayons d'être simplement un peu plus économes dans la gestion d'une collectivité dont j'ai eu la charge pendant 7 ans jusqu'à maintenant. J'ai réduit l'endettement de la commune de 11 millions d'euros, c'est-à-dire 30% de la charge de la dette, sans augmenter les impôts. Ça peut se faire même dans le système français. On n'est pas obligé de croire que la pression fiscale, c'est la solution, que la dépense, on peut toujours l'expliquer. Non, c'est pas grave. Je veux dire, on peut faire des choix, on n'est pas obligé d'avoir 3 piscines olympiques, 2 gymnases, etc. Puis on peut aussi simplement essayer de bien gérer, comme vous le faites dans vos responsabilités. Sinon, il y a un moment où, comme on sait, ça coince. Donc voilà. Et sachez-le, moi j'ai créé une petite entreprise quand j'avais 23 ans, que j'étais étudiant, en sortant de mon école de commerce. Et bon, cette petite entreprise, elle existe toujours. Donc elle a réussi à passer à travers les différentes vicissitudes de la vie de l'entreprise dans le cadre français. Mais en même temps, bon, j'ai vécu ici et je dirais apprécier le fait qu'ici on vous donne votre chance. Moi, comme je suis arrivé, j'étais
Alors tu sais, hein, j'étais à l'époque seul employé français sur 400 employés, puisque c'était une filiale, c'était Moitensi qui avait racheté son distributeur et son agent d'importation aux États-Unis. Au départ, il n'y avait que des Américains. Et donc je suis arrivé, on m'a dit écoutez, si vous voulez démarrer à Washington, vous démarrez, puis après vous verrez. Et puis bon, c'est là où on s'est connus, enfin c'est à New York, après, parce qu'avec lui, c'est assez drôle, on s'est retrouvés après quelques années. Et donc en fait, ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, au bout d'un an, on m'a proposé de devenir marketing brand manager dans le département marketing à New York, avec la responsabilité de tout le marché américain pour 2 marques, le champagne Ruinart, pas désagréable, et les liqueurs Marie Brizard, qui, bon, c'est agréable aussi, mais c'est des produits qui étaient hors groupe, donc c'est plus compliqué à gérer. Mais sur l'ensemble du marché américain, donc, je suis venu à San Francisco, à Los Angeles, partout où où il y avait des marchés qui le justifiaient. Et donc voilà, c'est cet engagement-là, c'est le fait que pour moi, si vous voulez, c'est une campagne qui me permet de retrouver beaucoup de contacts, de gens avec qui j'ai été en relation, soit à titre familial, personnel, soit à titre professionnel ou politique. J'étais la semaine dernière à Washington, j'ai été rencontrer mes anciens homologues du Sénat américain, donc les co-présidents du French Caucus, le sénateur Boozman de l'Arkansas et la sénatrice Mary Landrieu de Louisiane. Bon, et si vous voulez, avec qui on est en relation continue depuis des années sur les sujets franco-américains. Donc je pense que ce qui est important aussi, c'est ne pas l'oublier dans ce rôle, c'est que ce rôle de député, puisqu'il sera le seul finalement député des Français d'Amérique du Nord, il faut qu'il ait l'accès aux décisionnaires politiques américains, qu'ils soient crédibles ou connus pour avoir eu depuis longtemps un engagement vis-à-vis d'eux. Donc moi je reconnais que quand j'arrive à Washington, je suis comme un poisson dans l'eau, je vais au Congrès, je retrouve des gens que j'ai reçus à l'Assemblée nationale pendant toutes les années auparavant, des staffers, vous savez, les staffers, c'est les staffers, c'est très important, c'est ceux qui travaillent pour les membres, pour la classe politique américaine, donc ils ont droit à 16 staffers, c'est pas mal, c'est pas la même chose en France, mais bon, en même temps, un membre de la Chambre des représentants, il représente 600 000 habitants, un district aux États-Unis, c'est 600 000 habitants. En France, c'est 150 000. Bon, donc ça s'explique aussi. Hein, voilà. Donc, en tout cas, sachez-le, voilà, je suis à votre disposition pour être, je dirais, le lien entre vous-même, l'Assemblée nationale, notre pays, essayer de faire avancer les choses dans le bon sens, mettre en garde la majorité actuelle dans les dérives qu'elle prend et qu'elle continuera malheureusement probablement à prendre dans les prochains mois. Et tout ça pour vous représenter dans ce que vous aspirez à avoir comme votre député à l'Assemblée nationale. Merci. Merci. Alors, des questions. Des questions quand même. Hein. Est-ce que vous avez un agenda différent des autres? Un agenda différent des autres? Oui. Un agenda, vous voulez dire est-ce que vous avez quelque chose que vous allez pousser plus que les autres? Alors, j'ai plusieurs propositions qui sont différentes, enfin en tout cas qui sont les miennes et que je n'ai pas entendues dans les autres cas. Oui, c'est l'officialisation et l'institutionnalisation du rôle de député suppléant. Vous savez que nous avons un système qui est complètement absurde. C'est-à-dire que vous votez au moment du vote pour les élections d'un député, pour un député titulaire, un député suppléant. Député suppléant, la plupart du temps, après ça, on ne le voit plus du tout, il disparaît. Pour une raison qui est une raison objective, c'est que ce rôle-là n'est pas un rôle reconnu. Moi, je l'ai dit aux 2 ambassadeurs de France à Washington et à Ottawa, je leur ai dit, si je suis élu, je demanderai qu'officiellement, dans toutes les cérémonies, on ne peut pas être le 14 juillet, et à Ottawa et à Washington. Et à un moment où, en deux, mais enfin bon, c'est quand même compliqué. Et pour ça, il faut utiliser la possibilité, enfin une possibilité que moi je considère comme tout à fait logique, c'est qu'au moment du vote, vous votez pour un titulaire, un suppléant, et que la suppléante, elle est le rôle du député le jour où il lui-même n'est pas là et qu'il représente officiellement, il ou elle représente officiellement le député titulaire. Deuxièmement, je demande la spécialisation des sénateurs des Français et qu'on ait un sénateur des Français d'Amérique du Nord. Je n'ai pas entendu aucun de mes concurrents dire ça, donc ça paraît une originalité. Puis sur le plan, alors si vous voulez, sur le plan des institutions françaises, une proposition simple, et vous comprendrez très bien, c'est de faire sur le modèle des États-Unis que nous ayons dans la Constitution française le nombre de ministres.
le nombre de ministres de plein exercice. Aux États-Unis, ce n'est pas en fonction d'un remaniement ministériel qu'on crée un ministère du redressement productif. Vous avez entendu parler de ça aux États-Unis? Bon. Donc en France, oui. Donc si vous voulez, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait... Parce que sinon, c'est la dérive classique dans le système français, c'est qu'on veut faire plaisir à un tel, le président de la République qui vient d'être élu, il veut caser je ne sais qui, donc il crée un ministère supplémentaire. Ça crée de la dépense supplémentaire, ça crée de l'instabilité dans notre système institutionnel, donc faisons en sorte qu'on fasse comme pour les Américains, comme pour les États-Unis, qu'on sache exactement combien il y a de demandes dans l'administration, ce qu'ici on appelle l'administration, ce qu'en France on appelle le gouvernement, mais que ça soit exactement sur ce principe-là. Bon, et puis j'ai un sujet qui vous concerne peut-être dans certains cas plus directement, sur lequel je veux me battre, c'est la question de la carte vitale et de l'accès à la carte vitale. Parce que, en fait, moi je m'étais battu sur un autre sujet sur la carte vitale il y a 2 ans, qui était d'obtenir que la carte vitale porte systématiquement la photographie d'identité. Vous connaissez le principe de la carte vitale, c'est ce qui permet dans le système français d'aller dans une pharmacie ou chez un médecin, donc payer soit ses médicaments, soit... Enfin, donc pas payer en fait les médicaments, parce que c'est la partie qui est remboursée directement par la sécurité sociale, ou pour le médecin, même chose, c'est les honoraires qui sont directement remboursés. Et en fait, ce serait de faire en sorte que, sur toutes les cartes vitales, il y ait la photo d'identité. Pourquoi? C'est parce que depuis 14 ans que les cartes vitales ont été émises, 80% n'ont toujours pas la carte d'identité, la photo d'identité. Et c'est quand même aberrant dans un pays qui est l'inventeur de la carte à puce. C'était nous, hein, au départ, les pionniers. Dans un pays où on vous renouvelle, enfin comme ici d'ailleurs, on vous renouvelle les cartes de crédit tous les 3 ans, et on se retrouve avec des cartes qui sont en fait des cartes nominatives, sauf qu'un pharmacien ou un médecin, dans le système français, il ne va pas demander une pièce d'identité quand quelqu'un se pointe avec une carte vitale. Donc le résultat, c'est qu'il y a des trafics, il y a eu des fraudes, et c'est un sujet qui est bien connu, malheureusement, comme étant la particularité de notre système de soins. Donc, je souhaite que vous puissiez bénéficier plus facilement, si vous le souhaitez, si vous revenez en France à un moment donné, que vous ayez à nouveau accès au système de soins français, vous puissiez avoir la carte vitale, et qu'en même temps, on ait fait des économies sur le système de sécurité sociale, en ayant généralisé la photo d'identité sur la carte vitale. Voilà, ça fait partie, je dirais, aussi de mes propositions qui sont peut-être différentes, ou en tout cas spécifiques. Mais oui. La carte vitale ne peut être obtenue que si on retourne en France. Oui, alors... Parce que si on est ici et qu'on va en France 2 fois par an, par temps, on ne peut pas l'utiliser. Alors, il y a une solution aussi, c'est l'affiliation à la CFE. Vous savez, la Caisse des Français de l'étranger. Oui. Alors, il y a une cotisation, ça c'est sûr que c'est pas gratuit, mais c'est une caisse qui vous permet de garder l'accès au système de soins français et de faire ainsi, je dirais, le lien entre votre système de soins américain et l'éventualité d'avoir besoin de faire un séjour en France ou de devoir rentrer en France. Je ne suis pas sûr que cette CFE soit justifiable pour les Français d'Amérique, puisque si vous arrive un pépin ici, vous serez remboursé qu'uniquement sur la partie sécurité sociale. Ouais. Si vous prenez une hospitalisation en urgence, ici, c'est, je dis n'importe quoi, mais c'est des montants $10 000, 5 $10 000 par jour. La sécurité sociale va vous rembourser peut-être que sur 1 500 €. Donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne solution pour nous, la CFE, si ce n'est que simplement d'avoir une petite carte vitale et d'arriver en France et un jour on est malade. Il y a un gros problème à ce niveau-là, je pense. Sur toutes ces questions-là, c'est des arbitrages. Hein. Vous connaissez ça dans le système américain. C'est soit vous faites de la retraite par capitalisation, individual retirement account, enfin, etc. Donc vous choisissez quel est votre... Ou vous prenez un système de santé complémentaire, vous avez Medicare, enfin bon, Blue Cross Blue Shield, pardon, et vous prenez après des systèmes optionnels complémentaires. Bon, mais là c'est la même chose. Je ne suis pas là pour vendre la CFE parce que honnêtement, je ne suis pas certain que ça soit nécessairement toujours la bonne formule. Mais pour ceux qui veulent garder la possibilité de revenir dans le système de soins français, je crois que c'est quand même une bonne solution. Pour changer de sujet, oui. moi ce que j'ai remarqué ces derniers temps, c'est l'accès à l'éducation pour les jeunes enfants français est très problématique et de plus en plus problématique. Des écoles subventionnées souvent un peu par l'État français
acceptent plus d'Américains par snobisme que des enfants français qui sont censés être la priorité. Les coûts sont souvent difficiles à gérer sur plusieurs années. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin, notamment de la France, d'essayer d'attirer, de préparer des jeunes enfants dès la petite école pour potentiellement rentrer en France un jour? Ou non, c'est pas... Je sais pas, ça me paraît un peu... Si vous voulez, bon, vous connaissez la situation, y compris les familles ici. C'est une situation qui est très, très différente suivant les cas. Vous avez les expatriés qui viennent avec des enfants, mais ils savent pour quelle durée ils vont être ici et à quel moment ils vont revenir en France. Bon. Et eux, en plus, en général, la scolarité est prise en charge par dans le contrat d'expatriation. Ensuite, vous avez les familles qui arrivent, je dirais, à leur initiative et qui ne savent pas pour combien de temps ils vont rester. Et les enfants, question aussi, c'est de savoir est-ce qu'ils vont vouloir rentrer dans le système universitaire américain ou est-ce qu'ils vont vouloir revenir dans le système scolaire français. Bon, ça, je sais bien, enfin, je sais parfaitement, parce que c'est une situation que tout le monde a présent à l'esprit, il y a les différents schémas. Et ensuite, vous avez le problème de savoir si l'État français est capable, je dirais, de subventionner des écoles à travers les États-Unis, voire le monde entier, parce que ce problème se pose évidemment un peu partout. Ici, c'est avec en plus des coûts de scolarité qui sont extrêmement élevés. Donc, si vous arrivez à une situation où vous les subventionnez, bon, c'est ce qui s'était passé avec la gratuité et la prise en charge des premières, secondes terminales. Vous arrivez à une situation budgétaire qui est difficile à justifier si en plus vous avez des gens qui peuvent participer en totalité ou partiellement au financement du système scolaire pour leurs enfants, sachant qu'effectivement les types de revenus dans certains cas peuvent le permettre. Donc moi ce que je pense qu'il faut continuer à faire, c'est soutenir tous ces programmes qui sont déjà que les Américains soutiennent eux-mêmes. C'est-à-dire les programmes dans lesquels il y a des écoles américaines qui sont bilingues, qui font l'enseignement bilingue. Il y a le cas, je sais qu'il y en a ici, et puis il y a le cas dans l'État de Californie, il y a la même chose dans l'État de New York, où vous avez un programme qui est soutenu par l'État de New York, et avec des écoles, 50% de français, enfin l'enseignement du français, 50% d'enseignement de l'anglais, et la moitié des effectifs étant des Américains et l'autre moitié pouvant être d'origine française ou hispanique ou d'autres origines. Donc pourquoi est-ce que l'État continuera à subventionner des écoles qui... L'État, lequel le fait, le français? L'État français ouais. subventionne en partie, peut-être pas énormément, mais donne quand même de l'argent à des écoles qui font de l'éducation française à des gens qui n'ont pas du tout l'intention de finir le cursus ou de jamais revenir en France. Est-ce que ça c'est... Si vous voulez, c'est toute la discussion. Il y en a ici qui connaissent ça par cœur, hein, c'est de savoir si c'est réservé à des Français ou pas. Voilà, si vous en faites un espèce entre guillemets, de ghetto français, à ce moment-là, vous perdez une partie de l'objectif. L'objectif, c'était aussi de faire le rayonnement de la langue française et de la francophonie et d'enseignement. Bon. Alors, c'est effectivement une situation qui est très difficile à rendre compatible avec des exigences aussi de financement. Puisque ici, la plupart des lycées français sont autonomes. Hein, autonomes. Ils le sont. Ils le sont et en fait, pour aller un peu plus loin, je connais un peu le sujet, pour aller un peu plus loin, il faut savoir qu'il y a toute une couche de Français qui sont dans des revenus, on va dire, entre 100 et 110 000, 120 000 $, qui ont par exemple 2 enfants, qui ne peuvent pas accéder aux écoles françaises de la baie parce que le système des bourses n'est pas suffisant. Donc quand la PEC a été supprimée, le gouvernement socialiste avait dit qu'il y en aurait 50% qui iraient vers les bourses et ce n'est pas. Et moi ma question que j'ai pour vous c'est que comptez-vous faire pour essayer de pouvoir récupérer cette partie qui était censée aller dans le système des bourses et qui absolument, pour le moment, n'y va absolument pas. Alors, bon, comment obtenir ça?
C'est pas simple, mais en tout cas, ce qu'on peut savoir, c'est que la députée socialiste, qui était pourtant dans la majorité, elle n'a rien fait pour obtenir que ça soit son âme. Oui, enfin, exactement. Oui, oui, on est bien d'accord. Hein. Bon, donc la situation, moi j'ai tendance à dire que quand même cette affaire est très grave, parce que quand elle a été élue l'année dernière, au mois de juin, qu'au mois de juillet se produit donc le vote du collectif budgétaire, enfin du nouveau budget, et c'est là où il supprime la prise en charge des frais de scolarité. Et effectivement, dans ses promesses, c'était de dire on va récupérer cet argent pour le mettre sur les bourses. Résultat, ça disparaît. Les 12 millions d'euros que ça devait générer, ce qui devait se redéployer sur les bourses, disparaissent. Alors, moi j'ai tendance à dire, on a peut-être une hypothèse, c'est Cahuzac qui est parti avec. Mais ça ne suffit pas. Bref, donc ça a disparu. Comment est-ce qu'on peut obtenir le rétablissement de ce genre de situation? Ça revient à la première question, finalement, sur le rôle du député et sur sa crédibilité. Bon, moi j'ai été 10 ans membre de la Commission des Finances. J'ai été pendant les 5 dernières années vice-président de la Commission des Finances. Et bon, sur des sujets comme ceux-là, bon, j'ai une certaine crédibilité, même si je ne serais pas vraisemblablement dans la majorité politique au moment où, si vous me le permettiez, j'arriverai à l'Assemblée nationale. Mais au moins, je pense que sur des sujets comme ceux-là, je connais bien les interlocuteurs en face, hein, c'était ceux qui étaient dans l'opposition avant, c'était ceux qui d'ailleurs, quand Cahuzac dépose un amendement sur la création d'un impôt mondial, c'était Cahuzac, président de la Commission des Finances, parce que donc Nicolas Sarkozy avait, vous vous souvenez, donné la présidence de la Commission des Finances à l'opposition, bon, ce qui n'était pas forcément une situation absolument idéale, enfin bon, ça a été fait, et donc nous étions, moi j'étais vice-président de la Commission des Finances pendant 5 ans, élu tous les ans, parmi les membres de la Commission des Finances et de l'UMP, et simplement, quand il a déposé son amendement sur la création du revenu mondial, d'un revenu mondial à la française, enfin le Worldwide Income version française, bon, c'est nous qui l'avons évidemment contré et empêché de faire aboutir ce projet. Donc comment obtenir que le gouvernement actuel revienne là-dessus? En tout cas, c'est en expliquant la situation et en étant, je dirais, porteur d'une vision qui est une vision équilibrée du système par rapport à la PEC, parce que la PEC n'était pas non plus, je dirais, totalement défendable sur le plan des principes, parce que c'est vrai que le fait de donner la gratuité indépendamment des critères de ressources, c'est même pas d'ailleurs dans la logique d'habitude de notre système français. En général, vous avez les critères de ressources, et puis vous avez ensuite, je dirais, la gradation de ce qui peut être obtenu en termes de bourse. Donc ça serait de défendre le point de vue que ce qui avait été promis doit être respecté. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut assister à une américanisation des écoles françaises, des écoles bilingues. Ouais. Et que, étant donné que il y a, si vous prenez le delta entre les frais de scolarité et les revenus familiaux, le delta augmente de plus en plus, et vous avez toute une tranche de familles françaises aux revenus décents par rapport aux revenus français, et ici moyen, on dit 110 000, 120 000 $, ici aux États-Unis, à San Francisco, c'est moyen, ne pourront pas avoir accès à la scolarité française. C'est un gros problème. Mais c'est pour ça que la solution aussi des programmes qui sont portés par l'État de Californie, d'écoles bilingues, d'écoles publiques bilingues, c'est une bonne solution. Parce que... Il y a 2 charters. Vous avez une charter à Santa Rosa et vous en avez une à Louisiane, à Nouvelle-Orléans. Ouais. C'est les 2 seuls que je connaisse actuellement. Ben, il y a peut-être d'autres sur la côte est. Brooklyn aussi, c'est de Brooklyn, exactement. Et, bon, et ça peut être aidé par le programme FLAM. Vous savez, le French, le français comme langue maternelle. Oui, FLAM, le programme FLAM, le français comme langue maternelle. Qui aide ces types de programmes-là, qui effectivement apportent une aide de la France à des programmes qui sont dans des écoles qui sont non françaises. Non, moi je reviens parce que ça me turlupine ce truc-là. C'est que je pense que si vous faites partie de du comité finances de l'Assemblée nationale,
vous avez un rôle très important et vous êtes en mesure de pouvoir convaincre le Parti socialiste là-dessus. Je pense que vous avez... Je pense. Non, vous ne pensez pas? Si, enfin, je pense que parmi les candidats, je suis probablement celui qui est le mieux placé pour ça. Voilà. J'ai 10 ans été dans cette commission et j'en ai côtoyé. Si vous voulez, quand il se trouve que c'est moi qui ai présidé la séance de la commission des finances quand ils ont élu Cahuzac pour remplacer le précédent qui s'appelait Didier Migaud, qui avait été nommé par Sarkozy à la Cour des comptes. Donc on a eu à élire, enfin les socialistes ont eu à élire un nouveau président de commission. Il y avait tous les ténors, ils étaient tous membres de la commission des finances. Hollande, Sapin, Moscovici, Emmanueli, etc. Ils étaient, Aurélie Filippetti, ils étaient tous alignés, c'était tous ceux-là qui étaient les membres de la commission des finances. Bon. Donc voilà, on se connaît, on peut éventuellement considérer qu'on se respecte, ou en tout cas qu'ils ont un certain respect pour moi. Voilà, ça aide évidemment dans ce genre de négociation. C'est aussi un enjeu, je dirais, de capacité, de persuasion, que sur des sujets comme ceux-là, on doit passer au-delà de l'idéologie politique. Si on admet qu'effectivement la suppression de la PEC correspond à quelque chose qu'on peut comprendre, mais qu'en contrepartie, on ne peut pas faire l'impasse. L'année dernière, on a eu Émile Servan-Schreiber. Oui, j'ai pas vu ça. On a eu Julien Balkany et on a eu un Trump. Pourquoi cette année vous êtes présenté et vous n'êtes pas présenté l'année dernière? Donc Émile Servan-Schreiber a été validé. Antoine Troy, qui est l'oncle de NKM, a été validé. Oui. Julien Balkany s'est retiré, n'a pas appelé à voter, il s'est retiré. Gérard Michon, qui était aussi candidat, a été adopté pour Frédéric Lefebvre. Michon, récemment, oui. Donc la première question, c'est pourquoi vous vous présentez aujourd'hui et pas un an? Alors, parce que, ça c'est une excellente question, je suis absolument enchanté d'y répondre. Pourquoi est-ce que l'année dernière, dans cette circonscription, le candidat qui a été investi par l'UMP, j'étais à ce moment-là vice-président du groupe UMP de l'Assemblée nationale, le mieux élu. Vous pouvez demander à Frédéric Lefebvre, il donnera mon track record. Parce que lui, à l'époque, il ne s'est jamais pas à l'Assemblée nationale. Et donc, j'ai été le mieux élu des vice-présidents du groupe UMP de l'Assemblée nationale. J'étais président du groupe d'amitié France-États-Unis de l'Assemblée nationale. Et créé une nouvelle circonscription des Français d'Amérique du Nord. Normalement, j'étais membre du bureau politique de l'UMP. Normalement, il aurait dû avoir une réunion de ce qu'on appelait la commission d'investiture pour décider qui serait le candidat. Est-ce que cette réunion a eu lieu? Bon, mais je vous pose la question. Est-ce que cette réunion a eu lieu? Elle n'a pas eu lieu. Je ne sais pas. Bon, voilà. Elle n'a pas eu lieu. Elle n'est pas de Il moment, on ne peut pas laisser des choses. Pourquoi elle n'a pas été? Parce que ça a été décidé comme ça. Il n'y a pas eu de réunion. On n'a pas pris l'avis de ceux qui étaient un peu plus au courant. Moi, si vous voulez, quand je l'ai appris, j'essaie de comprendre quel est le lien entre la circonscription et le candidat. Je veux dire, il y avait d'autres possibilités. Moi, pourquoi je n'étais pas candidat l'année dernière? Parce que j'étais courageux de me représenter dans une circonscription qui avait voté à 44% pour Nicolas Sarkozy. 44%. J'aurais préféré me présenter dans une circonscription qui avait voté à 53% pour Nicolas Sarkozy. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle le courage en politique. C'est de se présenter devant les électeurs. Moi, j'ai toujours été, légitime par rapport aux électeurs. Voilà. Les électeurs, on se présente une première fois. J'ai été pendant 10 ans, dans le département du Puy-de-Dôme, le seul député de droite. Le seul. Sur 6, 4 socialistes, un communiste et moi, pendant 10 ans. Je peux vous dire que, bon, on ne va pas me donner des leçons de combat politique par rapport à ce que j'ai pu faire pendant toute cette période-là. Même alors que, bon, enfin, on ne va pas revenir sur l'histoire plus ancienne, mais en 93, dans le Puy-de-Dôme, on gagne les 6 circonscriptions. 6 sur 6. 5 pour l'UDF, 1 pour le RPR, on fait le grand chelem. 97, la dissolution. On perd 5 sur 6. Il ne reste plus qu'une. 2002, 1. 2007, 1. 2012, redécoupage, 0. 0. Et redécoupage fait par qui? Le gouvernement. Dont j'étais le seul soutien dans ce département. Bon, donc si vous voulez, moi j'ai simplement comme réflexion que
il faut évidemment, je dirais qu'un parti politique, il tienne compte de ceux qui ont, je dirais, un avis à exprimer sur un sujet. Que quand l'année dernière, l'expérience a été faite, bon, ben, l'expérience a été faite, hein, on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu sa chance l'année dernière. Quand vous avez une circonscription qui vote à 53% pour votre candidat à la présidentielle, vous ne réussissez pas à être élu, vous faites 46%, c'est qu'il y a un problème. Il y avait une très grande division à droite, personne n'a voté à droite. Moi, je voudrais qu'on revienne. Votre question est intéressante. J'aimerais bien que vous ressentiez un peu le débat, de savoir ce qui vous différencie et pourquoi vous vous présentez. Je pense que c'est important. Voilà. On ne va pas refaire l'histoire de 1993. Voilà. Non, mais on met les choses en perspective. Et donc l'année dernière, bon, les reports de voix, je ne sais pas quoi ce qui s'est passé au deuxième tour, mais enfin, manifestement, il y avait un problème. Sarkozy a été battu, même ici. Et... Non, pas ici. Dans la circonscription, il était majoritaire. Aux États-Unis, il était majoritaire aussi. Juste passé. Non. Il fait 57% sur les États-Unis. Vous dites pas 57%, c'est pas négligeable. Il est minoritaire au Canada. Hollande est en tête. Il est majoritaire. Il fait 57% aux États-Unis. Au total, on ne peut pas dire ça. Bon, alors ensuite, deuxièmement, pourquoi est-ce que cette année, on m'a proposé d'être candidat? Parce qu'au départ, c'est pas moi qui suis demandeur. Ce sont les grands élus UMP d'Amérique du Nord, l'essentiel, pas tous, mais l'essentiel, pas tous sur la côte ouest, enfin l'essentiel pour le reste, États-Unis et Canada, qui disent on veut quelqu'un qui a un profil plus rassembleur, qui a un profil qui est en adéquation avec un certain nombre de critères que j'ai rappelés tout à l'heure, qui a vécu, travaillé aux États-Unis, qui a un lien permanent avec ce pays et dont le fils a la double nationalité. Après, vous pourrez dire c'est des critères purement, il faut des critères purement politiques. Ça, après, c'est un autre choix. La seule chose, c'est qu'il faut chercher quand même une forme d'adéquation entre l'équation politique et l'équation, je dirais, électorale. Et enfin, c'est une capacité de rassembler plus largement. Moi, je suis issu de l'UMP, j'ai participé à la création de l'UDI pour un constat qui était très simple. L'année dernière, où sont passés ces électeurs? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été capable de les garder au deuxième tour des élections présidentielles et législatives? Parce qu'un certain nombre ont voté Hollande. Et que c'était des électeurs qui étaient les nôtres. Vous en connaissez, enfin, peut-être qu'il y en a même parmi vous qui ont voté Corinne Narassiguin l'année dernière ou qui ont voté Hollande. Et en fait, enfin peut-être pas, mais en tout cas c'est une situation qui s'est produite de façon très importante. Donc ce qui aujourd'hui, je dirais, l'équation principale de notre pays, c'est de retrouver le lien avec ces électeurs-là, de leur permettre de revenir dans une approche de coalition, de gouvernement et de majorité, comme on l'a toujours connu jusqu'avant la création de l'UMP. Ça n'imposait aucun problème pour faire en sorte qu'effectivement on puisse, dans un scrutin à 2 tours, on puisse se retrouver au deuxième tour. Bon, la deuxième question, merci de ces explications. Je rajouterais que tu parles bien anglais, ce qui n'est pas le cas de faire. Oui, par exemple, enfin, c'est pas non. À l'Assemblée nationale, on parle pas anglais. Enfin bon. Donc, imaginons que demain, dans 3-4 semaines, je ne souhaite pas, mais vous arrivez en troisième position. Allez-vous appeler à voter pour le candidat de droite qui est le mieux placé pour battre le candidat socialiste? Et vous pouvez en douter une seconde? Non, je me demande officiellement aujourd'hui, on va voter demain. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on puisse savoir éventuellement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai posé la question l'année dernière à tous les candidats de droite, et il y en avait 6. Il n'y en a aucun qui a pris position. Alors, écoutez, dans ce cas-là, vous voyez, ça fera une vraie différence par rapport à ça. Non, pour moi, il n'y a aucun doute, si vous voulez. Moi, attendez, non, mais c'est plus important encore que j'y réponde dans... Parce que le fait, il a pas à voter pour vous, sans aucun problème. Sans aucun problème. Tant mieux s'il le dit, parce que je n'ai pas entendu le dire pour l'instant. Mais moi, en tout cas, j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question. Pour moi, il y a... Vous savez, quand on a, comme ce qui est mon cas, été systématiquement dans des fonctions électives. Je n'ai été nommé à rien. J'ai été élu, c'était toujours les électeurs qui décidaient. Et par ailleurs, j'étais toujours dans une approche qui n'était pas celle de la terre brûlée ou de me défiler devant le combat. Voilà. Je menais les combats, je suis là devant vous, je suis venu ici à San Francisco comme je serai
comme j'étais à Calgary, à Vancouver la semaine dernière, et comme j'ai parcouru toute cette circonscription pour effectivement échanger et prendre vraiment avec vous, si vous voulez, un certain nombre de formes d'engagement sur l'avenir. Et c'est pas dans une vie politique à un moment donné comme la mienne, où on change d'état d'esprit. Moi j'ai participé à la fondation de l'UMP, mais une fondation équilibrée de l'UMP. Équilibrée. En 2002, nous venons, moi j'étais de la famille de l'UDF, d'autres venaient de la famille gaulliste, et on a participé à la fondation de l'UMP. Et pourquoi l'année dernière les électeurs ne se sont pas retrouvés? Parce que l'UMP s'est rétréci sur, si vous voulez, un positionnement qui faisait qu'il y avait des électeurs qui ne suivaient plus. Bon. Et que donc, ce qui est important, c'est justement de renouer avec ces électeurs, c'est de leur permettre de se rassembler sur des projets fédérateurs et autour de candidats qui sont capables de rassembler autour d'eux. Pour les limiter, on voit que la FAB a été battue l'année dernière, il y a eu 80% d'abstention, il n'y a pas eu un report de vote des droites parce que les électeurs qui avaient voté pour d'autres candidats n'ont pas eu de message clair sur qui voter après. Donc aujourd'hui, on a une situation un petit peu meilleure. Il y a un bilan désastreux de la politique socialiste menée en France, et il y a finalement la moitié moins de candidats à droite. Déjà, on a fait un progrès. Donc voilà. La question que je vous pose aujourd'hui, voilà, vous le connaissez, on a fait un progrès. La question que je vous pose aujourd'hui, officiellement, c'est si par malheur pour vous, vous arrivez en troisième position, appelez-vous à voter pour le candidat de droite qui sera... Pour moi, il n'y a même pas de question. Non, mais c'est très important. Les Français, je pense que, et surtout les Français aux États-Unis, enfin je parle pour moi, je ne sais pas si je parle pour d'autres, on n'est pas dans un besoin d'avoir des choses faites pour nous, mais souvent on a besoin de quelqu'un qui exprime la façon dont nous on vit ici, dont on se bat ici, et on voit les abus en France. On voit la France qui a toujours les gens qui ont toujours besoin de plus de vacances, de travailler moins, de plus du gouvernement. Non mais nous ici on vit dans un écosystème où il y a beaucoup de débrouille, ce qui est normal pour nous. Et en fait, on a l'impression que ça ne se transmet pas en France, que la France vit sur elle-même, dans toujours ce système qui est complètement sur lui-même et sans vraiment ce qui est en train de s'autodétruire. Et sans parler des abus, sans parler des abus, parce que effectivement, je pense pas, enfin en tout cas, je suis un peu comme toi, c'est pas que j'ai pas d'attente particulière. C'est-à-dire qu'on est venu ici parce qu'on apprend aussi à se débrouiller. On s'inquiète de la France. Il y a quelque chose, exactement, il y a quelque chose qui est vraiment frustrant, on s'inquiète de la France. Moi je suis entrepreneur, je recrute des Américains, je recrute des gens de partout, je recrute aussi des Français. Ce qui est super frustrant, c'est que la France a une vraie qualité. Les gens sont bien formés, les gens sont futés, il y a une capacité d'inventer, c'est pas négligeable ça. Et ce qui est super frustrant, c'est de voir un pays comme ça, qui a un vrai potentiel dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Et j'ai quelques expériences et quelques anecdotes qui me convoient dans cette position. Je pense que c'est beaucoup lié au fait que la France est trop renfermée sur elle-même. Elle ne se rend même pas compte du monde qu'il y a autour. Et je ne parle pas de tout un chacun en France. Je parle de la tête du gouvernement, vraiment, et de gauche, de droite. On est trop recentré sur nous-mêmes. Pour nous, je rejoins ce que tu dis, Nicolas, c'est-à-dire que quand on est un message important pour moi que j'aimerais que nos élus amènent à l'Assemblée nationale, c'est de dire, ok, trouvons des solutions pour nous ouvrir à l'étranger. On peut très bien soutenir le français, la langue française, la France, etc. Mais ouvrons-nous à l'international. Et ça, c'est une mission qui pour moi est ayons une vie en France comme une vie comme le reste du monde. Ah, je veux dire, on n'est pas obligé. C'est un député qui vous représente et qui, à un moment donné, partagé votre vie ici. Qui comprend. Mais qui est prêt à rentrer dans le tas, qui est prêt à rentrer dans le tas aussi. Et qui est passé par... Pardon ? Qui est prêt à rentrer dans le tas pour dire c'est comme ça qu'on voit les choses de l'extérieur. Alors, je vais vous donner un exemple. Bon, je vous ai déjà cité l'histoire de la photo sur la carte vitale. 200 députés UMP qui ont co-signé ma proposition de loi pour la carte vitale. Trouvez l'erreur, ça n'a pas été inscrit à l'ordre du jour avant la fin de la législature. Bon, voilà. Après, il faut chercher les responsables là où ils sont. Moi, j'ai fait le boulot, j'ai identifié exactement les blocages qui existaient dans le système de sécurité sociale, fait une proposition de loi, argumentée, etc. Elle a été co-signée par 200 membres du groupe UMP sur les 300, donc les 2 tiers du groupe qui étaient tout à fait d'accord sur cette proposition de loi. Par hasard, elle n'a pas été inscrite à l'ordre du jour avant la fin de la législature. Dommage. Et ensuite, pour donner un autre exemple, j'ai obtenu, et c'est moi avec 2 autres députés, on est 3,
à être les co-auteurs de l'amendement ISF-PME. ISF-PME, vous connaissez peut-être le principe. C'était parce que moi je crois beaucoup à la fiscalité incitative plutôt qu'à la fiscalité répressive. Pour moi, la fiscalité, ça doit être un outil en faveur de l'investissement ou que l'épargne soit dirigée vers les choses qui sont les plus utiles pour la compétitivité. Donc on dépose un amendement qu'on a réussi à faire voter en 2 temps parce qu'on a eu une opposition qui venait du Sénat d'ailleurs, et on a réussi à la faire passer. C'est l'amendement qui est ISF-PME, 75 000 € par assujetti à l'ISF qui peuvent être mis en fonds propres de PME et qui ont permis de drainer 1 milliard d'euros en année pleine sur le capital des PME. Voilà, ça c'est du concret, ça va dans le sens de ce que vous souhaitez. Puis enfin, dernière chose sur le profil de celui qui pourra vous représenter dans l'esprit de ce que vous dites, sur l'ouverture au monde. Ben, l'ouverture au monde, ça commence par apprendre la langue du pays dans lequel on travaille. Voilà, donc Luc l'a dit, il y a quand même un moment où c'est quand même la base minimale. On ne peut pas être dans un pays et comme vous le savez, travailler ici, exercer ici, sans être vraiment investi dans la langue. So for me, it's also maybe a statement to be able to discuss directly with the American administration or to discuss with whoever might be, the ones I could talk to, and it's better to do it in their own language. If you arrive here, if you are a French person who cannot understand what the others are saying, maybe you are in trouble. Je pense que dans votre vie, vous avez fait cet effort, de vous immerger dans la société américaine, bien sûr, et d'être en situation d'y trouver votre place, d'y travailler, d'y réussir, d'y connaître aussi des expériences difficiles, parce que c'est pas simple. La société américaine, elle a aussi ses caractéristiques, mais tout ça, ça fait partie d'un ensemble dans lequel vous vous situez, dans lequel moi je suis prêt à être votre porte-parole. C'est vrai que quand on travaille avec les Français, il y a beaucoup de temps de latence, et parce que voilà, il y a beaucoup de vacances, il y a beaucoup d'avantages, et après on voit la France est au niveau d'Italie sur certaines choses, et l'Italie ça va être comme la Grèce, et ça devient ingérable d'ici. Sur le terrain, comment proposez-vous de réseauter les centrales qu'on est grandi. En fait, il y a deux niveaux de réseautage. Le niveau, je dirais, entre guillemets, électronique, c'est-à-dire une permanence parlementaire électronique qui permet, si vous voulez, d'avoir le contact entre la cellule parlementaire pour avoir les réponses, les points sur lesquels il y a des sujets à faire remonter, et puis deuxièmement s'appuyer sur le réseau des élus. Il y a un réseau des élus de l'AFE. Moi je crois qu'il faut absolument travailler et s'appuyer sur eux, on en parlait tout à l'heure, il y en a ici sur la côte ouest, il y en a dans tous les États-Unis et au Canada. Et n'oubliez pas, parce que ça c'est aussi, pour revenir sur une des questions du départ, pourquoi je suis candidat? Parce que les 2 doyens des élus du MP de l'AFE des États-Unis et du Canada ont demandé à ce que je sois candidat. C'est ça aussi la réalité. Ils avaient fait la campagne l'année dernière du candidat qui avait été investi. Et c'est eux qui ont, Nicole Hirsch pour les États-Unis, Jacques Lançon, et puis je ne vais pas citer d'autres noms, mais vous le savez, il y a donc eu une demande forte pour que ça soit quelqu'un d'autre. Si on avait trouvé, je dirais, une personnalité qui était une personnalité consensuelle, incontestable, ça aurait été encore mieux. Ça aurait été un peu mieux. Oui, à l'époque, on avait parlé de Cécile Lagarde. Absolument, tout à fait. Voilà. Et donc, moi, j'ai vu Cécile Lagarde il y a 3 semaines à New York. Bon, effectivement, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Cécile Lagarde. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Et puis, bon, aussi, elle a vécu ici, elle a travaillé ici. On fait partie de son parcours. Alors, moi je suis prêt, hein. Il n'y a pas de problème. Là, il y a la fiscalité, vous êtes Oui. Bon, alors sur la fiscalité, il y a la question effectivement des critères discriminatoires sur la fiscalité des Français résidant non seulement en dehors de France, mais résidant en dehors de l'Union européenne. Donc là, il y a une chose à essayer
de rétablir. Moi, j'ai 3 principes dans mes combats fiscaux depuis que je suis arrivé en politique. C'est que je ne supporte pas la rétroactivité fiscale, c'est-à-dire quand il y a des mesures qui sont prises qui reviennent sur les avantages qui avaient été consentis. C'est ce qui s'est passé dans l'assurance vie, ça c'est tout à fait anormal. C'est-à-dire qu'on doit, je dirais, l'avantage fiscal, il doit pouvoir aller jusqu'à son terme. Bon, après qu'on décide de changer pour le produit suivant, ou pour je dirais, ceux qui souscrivent ensuite, ok, on peut changer la règle, mais par contre, on ne doit jamais la changer dans le cours de vie du produit fiscal ou de l'avantage fiscal qui a été donné. Deuxièmement, non double imposition. Il ne faut pas imposer 2 fois le même revenu. Vous avez un cas qui est absolument incroyable, c'est l'impôt sur la fortune, l'ISF, sur la résidence principale. C'est incompréhensible comment on a pu garder ça. La résidence principale, elle ne vous rapporte pas. Elle a déjà subi l'impôt, puisque soit vous l'avez acheté avec votre revenu disponible qui était après impôt, soit vous en avez hérité. Donc, de toute façon, déjà dans tous les cas de figure, et ça ne vous rapporte rien, parce que vous l'habitez, vous ne percevez pas le loyer, donc de payer de l'impôt sur la fortune sur sa résidence principale, c'est injustifiable. Parce qu'au nom de la non-double imposition, moi, je ne comprends pas. Et d'ailleurs, j'ai déposé régulièrement des amendements sur cette affaire. Une fois, on a réussi à avoir gain de cause, c'était au moment où Chirac était président de la République, et puis finalement, il a dit non, il ne faut pas toucher à ça, ça va créer des problèmes. Enfin, bon, c'est pour moi, sur le plan des principes, c'est indéfendable. Et troisième principe, c'est celui de la non-discrimination devant l'impôt. Donc non-discrimination, ça veut dire que les Français, ils doivent être, quels qu'ils soient, je dirais, qu'ils habitent en France ou pas en France, ils doivent avoir les mêmes critères d'imposition. Donc je suis contre toute mesure qui taxerait plus les Français établis hors de France que ceux en France sur des revenus fonciers qu'ils ont en France, c'est pas la peine. Et en plus, il y a des conventions fiscales. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait une discrimination. Quand il y a une convention fiscale comme celle entre la France et les États-Unis, je racontais tout à l'heure dans mon cas, moi, quand j'ai quitté les États-Unis, j'ai eu un tax audit. Et alors j'allais revenir en France, pour aller faire l'INSEAD, et à ce moment-là, j'habitais à New York, je reçois un papier de Internal Revenue Service, District of Manhattan. Monsieur, on voudrait vous voir pour parler de vos déclarations d'impôts. Bon. Alors j'aurais écrit en disant que je suis désolé, mais moi je repars en France, donc je pense que ça sera difficile. Il m'aurait écrit, pas de problème, vous allez à l'ambassade à Paris. Et là, il y a un bureau de l'IRS, il faut le savoir. Ouais. Il faut le savoir. Bon, moi, je m'en suis bien sorti parce qu'à la fin, il avait, et donc le tax auditeur, il avait mon tax return américain et ma déclaration de revenus française. Il avait les deux sur son bureau. Et il a fait la comparaison. Et alors, effectivement, je n'avais pas beaucoup de revenus en France, mais j'avais préféré continuer à les déclarer en France, dans le système français, et puis je ne les avais pas mis sur ma déclaration donc américaine. Donc bon, alors il a dit ok, il y a eu un problème, mais en même temps, je n'avais pas utilisé à fond les déductions auxquelles j'avais droit aux États-Unis. Résultat, un chèque de $99 sur le US Treasury, je suis reparti avec, et j'ai encadré. Mais donc tout ça pour dire que la convention fiscale franco-américaine, elle fonctionne et elle permet normalement de résoudre une partie de ces situations-là. Et si jamais la France y contrevient, c'est-à-dire que si jamais il y a des mesures fiscales françaises qui sont supplémentaires, qui ne rentrent pas dans la convention fiscale franco-américaine, en ce qui me concerne, vous pouvez compter sur moi pour aller porter ça là où il le faut, c'est dans le Conseil constitutionnel, enfin, je dirais, ou simplement de faire constater que c'est en contravention avec la convention fiscale franco-américaine. Et ça fait partie aussi de ce qui est important, c'est quand vous avez accès aux dirigeants politiques américains, bon, ben on est un interlocuteur à ce moment-là crédible et reconnu. Quelles sont vos aspirations politiques au-delà donc de votre mes aspirations politiques, c'est que la France retrouve le plus tôt possible, je dirais, une sérénité politique qu'elle a perdue. Et ça tient compte, bon, évidemment, du fait que le gouvernement actuel et le président de la République nous mènent droit dans le mur. Et ça tient compte aussi du fait que nous devons retrouver un équilibre de la droite et du centre droit qui permet, je dirais, de travailler ensemble et
et de ne pas être dans une logique de clivage droite-gauche. Si on est dans une logique de clivage droite-gauche, on fait le jeu de l'extrême droite. Et au bout d'un moment, ça pose de vraies difficultés. Non pas que sur certains sujets, l'extrême droite n'ait pas des positions qui puissent parfaitement se comprendre, simplement c'est ingérable dans la durée. Et puis si vous voulez, à ce moment-là, vous voyez l'image que ça donne aussi de la France. Voilà. Donc, en fait, ce que pas le plus gros problème qu'on a en France, on débat de détails, mais c'est un problème financier. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de revenus pour les dépenses que l'on a. Ben oui, et puis parce qu'on a laissé filer la dette et qu'on n'a pas voulu à un moment donné faire comprendre aux Français que donner des avantages sociaux complémentaires à crédit et par leur facilité de ne pas revenir en arrière de 35 heures, etc., c'est pas possible. Alors on l'a fait sur les retraites, mais on l'a fait à minima, 62 ans. Moi j'étais pour qu'on démarre plus haut, c'est-à-dire qu'on démarre la réforme des retraites avec un objectif affiché de 64 ans, voire 65 ans. Bon, quitte à ce que ça se termine à des 63 ans et demi ou un truc comme ça. Mais là, le problème, c'est que c'était 62 ans qui était déjà le point le plus bas, en fait. C'était pas assez. Oui, c'était pas assez, absolument. Et voilà, donc je pense que, vous voyez, sur les 35 heures, bon, on a cru que la solution, c'était... Enfin, il y a eu cette réforme qui était intéressante, qui était de dire on va donner un bonus aux heures supplémentaires. Donc le bonus, c'était que les heures supplémentaires étaient exonérées de charges sociales et de cotisations salariales. Bon, très bien, sauf que en fait, ça voulait dire qu'on cristallisait les 35 heures, parce que ça voulait dire qu'à partir de la 36e heure, vous étiez en heures supplémentaires. Donc en réalité, en faisant ça, on a consacré les 35 heures, au lieu de vraiment commencer à se dire, bon, allez, on va, la 36e ou la 37e heure, on va lui donner un statut intermédiaire, et puis ensuite, c'est au-delà de la 39e qu'on va vraiment rentrer dans l'heure supplémentaire, enfin, des choses comme ça. Donc il y a du boulot. Hein. Oui, mais en fait, je comprends très bien que la 35e, 36e heure, oui, c'est important pour, bon, par exemple, pour un Gugus comme moi, qui vit en Amérique depuis, qui est sorti de France il y a une trentaine d'années déjà, presque. Pour moi, vous parlez un langage qui est un peu étranger, même si on parlait français, et moi aussi. Mais là, je suis un peu perdu. Moi, ce qui m'intéresserait, si vous pouviez summarize, comme on dit, faire un résumé, c'est de dire, voilà, quels sont les gros dossiers qui intéressent les Français d'Amérique et les Français du Canada, puisque vous serez élus pour les deux pays. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je ne veux pas sous-estimer les problèmes de la France. Hein, voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. On va pas revenir. Non, on va pas revenir, mais si vous voulez. On va pas revenir. Non, mais c'est ce que j'entends dans votre discours, juste pour vous titiller un peu. Hein, c'est que ce que j'entends dans votre discours, pour le moment, c'est on parle de la France, mais moi, nous, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez bien défendre. Donc, vous allez faire descendre l'éducation, la fiscalité. Je ne vais pas vous faire le résumé de votre campagne, hein, mais d'accord. Donc, c'est ça qui nous intéresse, je pense, hein, sauf si donc, je crois qu'on les a abordés, les différents sujets, tels qu'un titre ou un autre, vous les connaissez, vous les avez ressentis, vous les vivez. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut accepter l'idée que cette élection, parce que c'est ça qui est important finalement pour la cohésion de la communauté des Français, des États-Unis et du Canada, c'est de prendre les sujets sur lesquels effectivement il y a des positions communes, revenir sur les capacités d'attribution de bourses pour la scolarité, essayer d'obtenir la carte vitale pour ceux qui veulent revenir en France, etc. Bon, tout ça, ça fait partie des sujets qui sont des sujets partagés. Je dirais qu'on pourrait à la limite même dire que dans certains cas, c'est à peu près ce que les uns ou les autres proposent. Puis ensuite, il y a la différence qui est ce que vous pouvez apporter dans la capacité de résoudre ces problèmes-là. Voilà. Il y en a qui se proposent de continuer à habiter la Nouvelle-Orléans pour représenter la circonscription à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas comment ça se fait, j'ai un peu de mal à voir le principe. Donc, je veux dire, il y a un moment où il faut simplement essayer de se projeter dans ce que l'on doit faire pour faire aboutir les dossiers, la crédibilité,
la capacité je dirais, d'intervenir politiquement, d'avoir accès aux décisionnaires, y compris ici aux États-Unis, ben ça fait partie de l'ensemble de l'équation. Et puis, bon, sur les sujets techniques, ben, de s'appuyer sur les élus intermédiaires ou les sénateurs des Français à l'étranger. Donc, honnêtement, c'est le job. Donc, mettons-les à contribution pour faire en sorte que ça puisse aboutir, ou que ça puisse en tout cas vous permettre d'avoir certaines réponses qui correspondent à ce que vous souhaitez. Et puis le deuxième sujet, c'est d'ailleurs les questions que vous m'avez posées, c'est la position de la France. Qu'est-ce que va devenir notre pays? C'est ça aussi qui vous préoccupe, parce que sinon vous ne votez pas. Ceux qui votent à cette élection, c'est ceux qui s'intéressent à ce qui se passe en France. L'année dernière, plus de 80% qui n'ont pas voté disent ben, on s'en fiche de ce qui se passe en France, on se sent plus concerné. Ce sont les Français qui ont décidé finalement de dire, nous, ce qui nous préoccupe, c'est effectivement notre vie ici. On a gardé la pris la nationalité américaine, on a gardé la citoyenneté française, mais on se sent moins concerné ou pas concerné par ce qui se passe en France. Donc là, si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous vous dites quand même, ce qu'on veut, c'est pas simplement un problème, je dirais, catégoriel ici aux États-Unis ou au Canada, c'est également que celui qui vous représente, ben, il porte vos valeurs, votre discours dans le cadre politique français. Malheureusement, ce qu'on a vu, c'est que dès qu'il y a quelqu'un comme Sarkozy qui veut changer les choses, qui met son poing sur la table, ben, les Français, la première chance qu'ils ont, ils retournent vers quelque chose où on va me donner plus, et c'est reparti. Et c'est reparti pour un tour, et on tombe dans le trou jusqu'au prochain qui va essayer de sortir du trou, et dès que... Voilà. C'est la facilité. Donc c'est pour ça qu'il faut bien essayer de trouver le moyen de convaincre des Français qui n'ont pas été convaincus l'année dernière, manifestement, qu'il y a des solutions qui sont des solutions que nous représentons, et que nous représentons dans une forme de diversité qui doit être aussi prise en compte. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, on retombe dans la spirale, effectivement, que vous avez décrite. Ah non, c'est pas facile. Voilà. Ok. Merci. C'est de pouvoir échanger comme ça, de pouvoir parler, de pouvoir répondre, de pouvoir vous dire les choses telles que moi je les ressens et telles que vous pouvez aussi les ressentir, parce que c'est ça la force de la démocratie. Si on peut pas, si on est uniquement, si vous voulez, sur des concepts théoriques, ou si on prend pas le temps de regarder la dimension humaine, la dimension de conviction aussi, on passerait à côté de la qualité d'un débat démocratique. Et donc heureusement qu'on a ce type d'échange, et que en venant à San Francisco, comme je suis venu dans beaucoup de territoires et de cette gigantesque, enfin, dans la diversité de cette gigantesque circonscription. Je n'oublie pas les Canadiens, parce que les Canadiens, moi j'étais à Vancouver la semaine dernière, 70 personnes à Vancouver. Parce que j'étais le seul candidat finalement à être passé à Vancouver, à tenir une réunion, et nos compatriotes, ils étaient heureux, ils ne voient jamais un ministre à Vancouver, pas un ministre français qui va les voir. L'année dernière, je pense qu'il y avait une meilleure médiatisation de l'élection cette année. Oui, parce que c'est une élection partielle, ça tombe comme ça. C'est plus dur aussi de remonter une mobilisation ou une sensibilisation quand vous êtes moins d'un an après l'élection précédente. Et puis aussi, mettons-nous quand même bien ça à l'esprit, c'est que ce rôle du député des Français d'Amérique du Nord, il reste à inventer. Il reste à inventer. Et c'est pour ça... Donc il y a un problème de définition. Oui, enfin, exactement. Il y a ces deux niveaux d'attente. C'est pour ça que vraiment, vous savez, j'ai bien réfléchi à mes deux slogans de campagne pour être vos liens entre les deux côtés de l'Atlantique naturellement, parce que ça doit être naturel, ça doit être quelque chose qui doit aller de soi. Et c'est pour ça qu'avec Cyril Boitier, on est dans cette démarche-là, et que d'autre part, c'est pour faire gagner nos idées maintenant. Voilà, c'est bien les deux sujets. Et il faut réussir à faire, je dirais, la symbiose entre ces deux niveaux-là, parce qu'il y a des attentes qui sont des attentes sur des questions de proximité, finalement, et puis il y a aussi la façon dont vous voulez vous projeter à travers votre député dans les débats publics français. Et Mme Boitier fait aussi cette... Ah ben oui, elle est repartie. On était à Vancouver, à Calgary, on était ensemble. Elle était à New York avec moi il y a 8
séjour, les repartir à Montréal, enfin bon, voilà. Il n'y a pas d'overlap avec les sénateurs, non? Ça va être compliqué. Non, au contraire, dans un département français d'habitude, je ne sais pas, vous êtes originaire de la diversité des départements français, on parlait tout à l'heure de Paris, mais bon, Paris c'est un peu spécial, mais dans les départements français, vous avez des députés et des sénateurs. Là, on voudrait qu'il y ait un député des Français d'Amérique du Nord et qu'il n'y ait pas de sénateur. Attendez, à quoi il sert le Sénat? donc profitons-en, il y a 12 sénateurs des Français de l'étranger, qu'il y en ait au moins un qui se spécialise sur l'Amérique du Nord. Et que vous puissiez le connaître. Parce qu'en plus, il est élu par l'AFE. Exact. Il est élu par l'AFE. Donc, je veux dire, lui, il faudrait que, bon, on puisse dire, monsieur Untel, madame Untel, on veut vous voir à San Francisco régulièrement. Ils viennent de temps en temps là. Oui, alors, ils viennent parce qu'ils aiment bien les États-Unis. Mais si vous voyez, ils passent à tour de rôle, mais vous ne savez pas lequel, finalement, est le vôtre. Ouais. Non, si, on en connaît un au moins qui vient régulièrement. Il a le même prénom. Du Vernoir, il vient régulièrement. Ah oui, il y a du Vernoir, oui. Ouais, il vient régulièrement, lui. Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois. Pointa aussi, il est venu. Oui, mais je vous dis pas, quand Grit il était à New York il y a 2 semaines, Del Pica il était à New York la semaine dernière, mais ils aiment bien, ils aiment bien. On n'a pas vu ici Del Pica, moi j'ai pas vu. En mandat pour 4 ans encore socialiste malheureusement, donc même si vous êtes élu, rien ne se passera vraiment pour faire changer les choses. Ça c'est la vérité dans les comités. Donc c'est une élection législative partielle et il y a beaucoup de gens d'observateurs qui regardent cette élection parce que c'est quand même un petit peu ubuesque de voir qu'aux États-Unis et au Canada, les députés représentent la majorité socialiste. Bon, ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire gagner la droite. On entend, il y a des, je ne sais pas si c'est vrai, mais on entend qu'il y a des projets en discussion à l'Assemblée nationale dans le camp socialiste de purement et simplement supprimer l'association des Français de l'étranger. Donc, si on supprime cette organisation, il y a beaucoup de choses qui vont, des relais locaux, des networks qui vont disparaître aux États-Unis. Et puis, je me demande comment on va élire les sénateurs français à ce moment-là. Donc, cette réforme est tout à fait contraire pour moi à tous mes principes. C'est-à-dire que d'abord, pourquoi changer un système qui, comme globalement, a fait la démonstration de son, je ne sais pas de sa pertinence dans tous les sens du terme, parce que globalement ça marche pas mal. On ne va pas dire, c'est pas le sujet sur lequel les Français se sont dit, mais d'avoir donc 150 conseillers des Français de l'étranger, que c'était là où il y avait un facteur de dépenses excessif, ou que c'était pas adapté, ça fonctionne. Donc pourquoi changer un système qui fonctionne? Vous connaissez les conseillers de l'AFE? Pardon? Vous connaissez les conseillers de l'AFE? Ben oui. De son âge, là, c'est lequel qui nous représente ici le plus? L'élu? Oui. Alors, vous voulez dire ceux de la côte ouest, là? Oui. Ben, c'est Zambelli et Michon, oui. Et Michon, il y en a 2 autres. Giraud également. Giraud, ouais. Enfin, je veux dire, personne ne les connaît, non? C'est peut-être. Oui, alors ben, c'est bon, ok, mais ça c'est pas si bien que ça, en fait. Ben, je veux dire, bon, après, ils ont été élus, donc à eux de faire leur boulot après et de se faire réélire ou passer la main, si c'est le cas. Mais ce qu'il faut, moi je pense qu'une réforme comme celle-là, elle n'a pas de justification, si ce n'est politique. Puisque c'est une façon très claire de faire changer le système pour remplacer les élus de l'AFE par des conseillers consulaires qui seraient nommés par hasard, et qui seraient dans la main du consul, enfin, etc. Donc ça, non merci. Alors en plus, ils sont complètement empêtrés dans cette réforme. Là. Entre l'Assemblée et le Sénat, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, bon, tant mieux, hein, c'est la gauche et la gauche. Hein, donc ça prouve à quel point ils sont empêtrés eux-mêmes. Mais enfin bon, donc moi je serais de ceux qui diront une réforme comme ça, c'est on oublie et on s'oppose de façon très claire à tout projet de démantèlement de l'AFE tel que ça fonctionnait et pour la raison que ça. Est-ce que vous voyez une modernisation dans le futur quand vous êtes élu? Parce que c'est un peu compliqué quand même. Alors, oui, modernisation, etc., bien sûr, parce que tout doit, je dirais, aller dans le sens d'une meilleure fluidité de nos systèmes. On a créé donc ces circonscriptions députés des Français de l'étranger, on a gardé les 12 sénateurs, on a gardé, on garde forcément une organisation AFE aussi à conserver.
Bon, donc ce qu'il faut, c'est que quand même tout ça, ça fonctionne de mieux en mieux. Pas non plus oublier l'objectif. C'est à vous aussi, c'est d'ailleurs tout l'enjeu de cette élection à nouveau, c'est à vous aussi de vous emparer de ces sujets-là dans les moments où vous avez des débats et des élections. Parce qu'effectivement, je dirais, c'est vous qui devriez finalement le dire. Soit vous vous sentez pas représenté par vos élus de l'AFE, à ce moment-là vous en changez au prochain coup, ou alors si au contraire vous trouvez que le système est assez vous convient, mobilisez-vous et faites-le savoir. C'est ça aussi le combat démocratique, c'est chacun s'empare du sujet et puis de convaincre vos compatriotes d'aller voter. D'aller voter, parce que ça va être un des points clés. Si jamais il y a à nouveau 15-18% de votants, on va dire, mais c'est quoi? C'est une élection où finalement les Français d'Amérique du Nord ne se sentent pas concernés. C'est pour ça que je pense que c'est une faute de ne pas avoir médiatisé cette élection cette année. Parce qu'on va avoir même des résultats encore beaucoup plus faibles. Je pense. En tout cas, oui. En tout cas, bon, moi je suis à votre disposition maintenant et pour la suite, si vous le souhaitez. Vous avez donc, je vous donner les coordonnées de mon site de campagne, vous avez mes propositions qui sont détaillées dessus. Vous devriez recevoir dans la nuit, demain matin, ma profession de foi sous format électronique, une newsletter, etc., pour aussi vous redonner des arguments que j'ai pu déjà développer. Merci. Merci.